Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, moi, c'est Ayodele Ikwessan, donc je suis une athlète olympique spécialiste du 100 mètres et du relais 4 fois 100 mètres. Je suis aussi engagée à la commission des athlètes du comité olympique. Je suis aussi consultante à côté, élue à la mairie du 18e et maman de deux enfants. Très bien. Et bah, je- on voit que ton parcours est quand même impressionnant, que tu fais plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous dire bah, comment t'en es arrivé là aussi Alors j'ai commencé le sport assez jeune, j'ai commencé, j'avais 12 ans, dans un club dans le 18e arrondissement à Championnet Sport. Et puis je vais dire que progressivement j'ai un peu monté les échelons sportifs, donc première sélection en équipe de France jeune, puis senior. En parallèle, moi j'ai toujours mené de front les études, donc ça m'a permis d'avoir un peu ce double parcours qui me permet aujourd'hui d'être aussi consultante et de faire un métier notamment dans tout ce qui est conduite du changement et l'humain dans l'entreprise. Et en fait, mon engagement, on va dire, local, il vient de mon engagement sportif. C'est-à-dire que je me suis quand même assez vite rendu compte qu'on avait des situations que le public ne connaissait pas. À savoir, moi je viens d'un sport amateur, donc je n'ai pas gagné ma vie grâce au sport. Donc des sujets de précarité, des sujets de reconversion, les difficultés que j'ai pu rencontrer moi quand je menais de front à la fois mon sport et mes études. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans un premier temps à la commission des athlètes pour rencontrer d'autres athlètes et puis voir si les difficultés qu'on rencontrait dans mon sport étaient aussi les mêmes dans d'autres sports. Et puis de fil en aiguille, il y a eu cette possibilité de m'engager localement. Moi, comme je suis née à Paris, j'ai grandi dans le 18e et que je trouve que malheureusement les sportifs ont des parcours qui sont très peu valorisés. J'ai voulu contribuer au niveau du programme, on va dire, pour l'élection municipale sur le sport. Et on m'a proposé à ce moment-là de pouvoir m'investir en tant qu'élu. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert, on va dire, l'univers politique. Et je trouve que c'est important, enfin en tout cas c'est intéressant, de découvrir comment ça fonctionne, comment les décisions sont prises. Et puis comme on a trop peu d'athlètes encore aujourd'hui engagés sur ces sujets-là à l'échelle locale, et ben c'était aussi l'occasion de m'engager et qu'on ait de plus en plus de sportifs qui prennent la parole sur ces différents sujets. Bien sûr. Et tu parlais justement de challenge, les challenges que tu as pu vivre en tant qu'athlète où ton sport n'est pas reconnu comme un sport, c'est de haut niveau ou c'est... En fait, c'est que surtout que nous, c'est pas un sport professionnel, donc Ok. c'est du haut niveau, mais on n'a pas le statut, pas nécessairement le contrat de travail, donc pas la rémunération, ni voilà, tout ce qui est autour du contrat de travail. Donc une femme athlète qui a un enfant n'a pas de congé maternité si t'as pas un contrat avec ta fédération notamment. Donc c'est aussi un ensemble de ces points-là qui fait que moi je considère que dans beaucoup de cas, et en fait une grosse majorité, on est un peu des travailleurs précaires parce que le haut niveau ça demande de travailler, de s'entraîner intensément toute la semaine, beaucoup d'heures, hein, entre 20 et 30 heures aussi, et de devoir aussi réfléchir à une solution de financement pour juste payer ses factures. Et donc c'est aussi un challenge que moi j'ai rencontré dans ma carrière. Et est-ce que du coup, cette non-fédération, c'est dû au fait que le sport soit un sport là féminin ou est-ce que c'est vraiment du coup pour tous les Mhm. sprinteurs? Alors l'athlétisme en France c'est un sport dit amateur, mais en fait quand j'en parle on s'entraîne comme des pros. Donc c'est le cadre du sport, en tout cas de l'athlétisme français, parce que ce n'est pas forcément nécessairement le cas dans d'autres pays. Je dirais qu'après les complexités et les difficultés elles sont quand même plus fortes dès lors qu'on est une athlète. Donc pour le sport féminin il y a encore d'autres difficultés, que ce soit au niveau des sponsors, que ce soit au niveau de l'accompagnement, de l'encadrement aussi. Donc c'est des difficultés qui sont supplémentaires. Mais maintenant, c'est vrai que c'est comme ça que le sport, en tout cas que l'athlétisme fonctionne en France. C'est-à-dire que c'est un sport amateur, contrairement au foot, au basket, au rugby, où les sportifs ont des contrats de travail
avec leur club ou leur fédération. Nous, ce n'est pas le cas. Donc il y a certains dispositifs qui existent de plus en plus dans la fédération d'athlétisme, mais néanmoins c'est quand même très confidentiel. Et donc moi, la grosse partie de ma carrière, je n'ai pas eu de contrat, en tout cas lié à ma pratique sportive. Du coup, à 33 ans, tu as pris la décision de prendre du recul par rapport à ta discipline. Est-ce que c'était un choix réfléchi et est-ce que quand tu es revenu du coup aux entraînements, il y a eu des changements qui se sont opérés et que tu as pu remarquer Sur ma personne, sur mon état d'esprit ou dans le sport en général? les deux? Les deux. Je dirais que... Alors, est-ce que c'était un choix délibéré à 33 ans? Je pense que, bon, moi, je sortais de pas mal de saisons de blessures, besoin de faire une pause. Et puis, c'est vrai que nous, on est dans un sport où tous les ans, il y a des échéances. Donc, tous les ans, on a des objectifs. Donc, tous les ans, c'est jamais le bon moment. Et que en même temps avec je veux dire l'âge aidant, moi j'avais quand même envie de me poser, d'avoir voilà une vie de famille, mais que en termes de timing, c'est hyper dur pour une athlète à un moment donné de se poser la question de est-ce qu'on y pense maintenant, est-ce qu'on y pense après carrière. Et c'est vrai que moi je sortais de saisons qui étaient plus ou moins compliquées, et donc j'avais ce besoin de me reposer. Et ce besoin aussi d'avoir un peu le choix à un moment donné dans ma carrière, et de ne pas attendre finalement la dernière minute ou la fin de carrière comme on nous le conseille. Donc je dirais que ça s'est passé à ce moment-là. Après, je pense que ça faisait quelques temps que j'y réfléchissais, le temps que la machine se mette en route. Donc du coup, voilà, j'ai eu ma première... ma fille à 34 ans. Mais du coup, voilà, je pense que c'était le moment qu'il me fallait, en tout cas, de repos, bien mérité. Les changements que ça a suscité, je vais dire, sur ma personne, déjà, c'est des changements au niveau du corps, parce que forcément, le corps bouge. Mais j'ai trouvé que c'était assez frappant l'absence d'accompagnement déjà pendant la grossesse et post-grossesse, que c'était assez frappant. Enfin voilà, qui est très peu, voire pas du tout d'accompagnement. Moi j'ai eu donc mes deux enfants par césarienne, et donc moi je me souviens qu'à ce moment-là, quand j'avais des entraîneurs au téléphone et que je leur disais, qu'on me demandait comment est-ce que j'avais accouché et que je disais par césarienne, on me disait ouh là là, mais tu vas jamais pouvoir revenir. Que c'était vraiment, voilà, c'était un peu ouais, la césarienne c'est compliqué, les abdos nanana. Et donc il y a eu un peu une période où je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait quand on a vraiment envie de reprendre et qu'en fait les coachs se sentent pas capables de le faire, ou qu'ils ont trop peur, ou qu'ils se disent que... Et en même temps, ce besoin de poursuivre après cette maternité, parce que j'avais pas décidé de mettre une fin à ma carrière en raison de la maternité. Donc moi je pense que c'est plus ça qui m'a frappé, c'est de me dire... quand on revient de maternité, il faut reprendre un peu à zéro, il faut retrouver des gens, il faut aller les convaincre, Oui. et qu'on n'est pas absolument pas du tout préparé à ça. C'est-à-dire que voilà, moi dans ma tête c'était voilà, j'accouche, je repars. Comme un job simple. Oui, voilà, enfin, Ouais. je repars, je retrouve mon corps. Et ça a été la première difficulté, de se dire. Après, bon, ça c'était pas une surprise, mais l'absence de soutien fédéral, c'est-à-dire que on a un enfant, c'est comme si la carrière était terminée parce qu'on est passé à autre chose pour eux. Et donc, c'était de se dire, il faut que j'aille trouver moi-même des experts sur le volet médical, kiné, ostéo, tout ce qu'il faut, pour retrouver mon niveau d'avant. Parce que en fait, t'es un peu toute seule à devoir gérer tout ça. Alors que tu sors juste d'un accouchement et que, a priori, c'est pas non plus le moment où t'as besoin. Enfin, tu te redécouvres toi, t'as un enfant, donc tu dois retrouver ton corps, tu dois repartir, mais en même temps, tu dois chercher. Enfin, c'est quand même. Et donc, c'est là que moi, j'ai aussi compris que. En fait, il y avait beaucoup d'athlètes qui arrêtaient, pas parce qu'elles n'avaient pas envie de poursuivre, mais que ça demandait beaucoup d'efforts.
et que comme ça demande beaucoup d'efforts, et ben forcément, à un moment donné, quand on a les nuits blanches et autres, et ben on préfère se reposer, et que pour certaines, finalement, l'arrêt post-maternité, c'est pas quelque chose qui a nécessairement été voulu, mais qui s'impose parce que ça demande trop d'efforts et trop de choses à porter. Donc tu penses que pour beaucoup d'athlètes, en tout cas femmes, ça demande un choix drastique. C'est soit j'arrête ma carrière maintenant pour avoir ma vie de famille, soit du coup Oui. je j'ai pas une vie de famille pour pouvoir continuer ma vie. C'est ça, où j'ai une vie de famille qui est organisée un peu autrement, mais c'est vrai que repartir s'entraîner, ça demande de l'organisation, ça demande de trouver aussi un coach qui comprend le besoin, qui est capable aussi d'accompagner, donc ça veut dire qu'il faut trouver cette équation-là. Et puis après, il faut aussi avoir une famille qui comprend que on a besoin aussi de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est pas non plus quelque chose de classique, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire bon, c'est bien, on n'est pas que maman, on est femme aussi, mais dans l'imaginaire quand même et dans la société dans laquelle on est, une maman qui va faire du sport et qui laisse un peu son bébé pendant 1 heure ou deux, c'est quand même pas non plus hyper bien vu. Donc ça demande aussi quelque part de s'affranchir de ces regards-là. Et donc oui, moi je pense qu'il y a vraiment une grosse pression chez les mamans sur la reprise du sport. Et moi, je m'étais posé un peu cette question de dire bon, bah, est-ce que je suis une maman indigne parce que j'allais faire un peu de sport. Et en fait, je me suis dit, moi, ça participe à mon équilibre psychique. Et en fait, une bonne maman, c'est une maman qui est épanouie. Et comme un individu, on a tous nos besoins. Et je pense que il y a beaucoup de non-dits en fait sur cette séquence-là où bon bah voilà, on change de rôle, donc il faut vraiment se focaliser sur l'enfant. Et très souvent pendant la grossesse, c'est la maman qui est au centre de l'attention. Quand la maman elle a accouché, bah, c'est le bébé, et donc la maman elle est un peu mise de côté. Et donc c'est aussi dire que une bonne maman, ça sera une maman qui est équilibrée, qui se sent bien et qui a du temps pour elle. Et donc moi, je trouve que c'est important de dire que faut un peu s'affranchir des regards et du poids de la société pour prendre du temps pour soi, et que ça doit pas être aussi un combat de revenir post-maternité. Oui, bien sûr. Et justement, tu parles beaucoup d'accompagnement, de vraiment aussi s'affranchir de tout ça. Et je sais que dans une interview, tu avais parlé du fait que tu as fait appel à beaucoup de professionnels quand tu as repris, et surtout à un psychologue. Est-ce que du coup tu trouves que la santé mentale est prise au sérieux justement dans le sport? Tu disais qu'il n'y avait pas d'accompagnement, mais Ah non, oui, moi je trouve qu'en France on est très très en retard sur la santé mentale. On a commencé à en parler il y a maintenant à peu près 10 ans, parce qu'on a eu des champions qui ont expliqué qu'ils étaient accompagnés. Donc les gens se sont dit, bah tiens, si on a des très grands champions qui sont accompagnés, peut-être que ça veut dire que c'est très utile. Donc moi je trouve que c'est hyper important. On est en retard par rapport aux États-Unis. Enfin, je veux dire, on a quand même des Michael Phelps, des Simon Biles qui ont parlé de dépression, qui ont parlé des besoins. Moi, tout cet accompagnement-là, je l'ai fait effectivement en étant suivi, accompagné. Je sais que dans certaines familles, dans certaines cultures, la santé mentale et aller voir un psy, c'est encore un problème, parce que c'est pour soit les fous, soit des gens qui ont des problèmes. Moi, je pense que, en tout cas pour ma part, ça me permet d'être très équilibré dans ma vie. En tout cas, c'est pas un besoin de réajuster des choses, c'est plutôt de mieux comprendre comment est-ce que je fonctionne, de mieux comprendre ce dont j'ai besoin, et c'est de faire en sorte de faire des choses qui ont du sens pour moi. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment quand j'étais un peu entre deux, c'est-à-dire que j'avais repris. Mais en même temps, je voulais retrouver mon niveau d'avant. Et donc ça voulait dire aussi à un moment donné se structurer différemment, ça voulait dire être accompagné de l'entraîneur, du nutritionniste, du kiné, de l'ostéo, de tout le monde, et de s'organiser, et de porter en fait ce projet. Et donc moi je suis accompagnée depuis bientôt 10 ans, et je trouve que ça m'aide beaucoup dans les projets que je suis amenée à construire et à apporter. Mais que c'est encore malheureusement assez méconnu.
Enfin, moi, j'essaye en tout cas d'en parler le plus possible pour dire que c'est pas grave d'aller voir un psychologue, c'est très bien, que la santé mentale, en fait, ça contribue à l'équilibre de chacun et que ça permet aussi de dénouer des choses qu'on peut avoir, voilà, qu'on a peut-être héritées ou des choses qu'on a vécues, hein, ça peut être dans la sphère du travail, hein. Aujourd'hui on parle quand même de santé mentale en entreprise, des burn-out, des moments où voilà, il y a des tensions et des pressions qui sont très fortes autour de soi et comment on s'affranchit aussi du regard des autres ou de la société tout simplement sur son parcours. Donc moi c'est un travail que je fais et je suis contente de l'avoir fait. Je pense que le sport, ça m'a permis aussi d'avoir un rapport à la santé mentale et à la psychologie aussi différent. Parce que on va aussi chercher des niveaux de performance où à un moment donné on demande quand même beaucoup. Et il faut trouver un juste équilibre entre je pousse mon corps, je pousse ma tête pour un objectif et je passe pas de l'autre côté finalement à me brûler ou à pousser mon corps dans des conditions qui après sont un peu sont très négatives. On a quand même beaucoup de sportifs qui basculent soit après dans la dépression, soit aussi dans des addictions. Ça peut arriver aussi parce que y a un point de rupture qu'on n'a pas su gérer, donc ça c'est aussi important. Et pour justement des femmes, parce qu'on parlait aussi de maternité, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'assez nécessaire quand même, encore plus que certains athlètes hommes, d'avoir justement ce suivi psychologique pour le post-mortem par exemple? Pour le postpartum, moi en fait je pense que c'est vraiment important. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est complètement. Alors, c'est idéalisé parce que forcément, c'est quand même plus les hommes qui ont la parole sur ces sujets. Mais je veux dire, la position, le quotidien change complètement. On passe de. Pendant 9 mois, on est un peu chouchouté parce que c'est hyper. Voilà, on porte la vie donc c'est cool. On se retrouve avec un bébé. Alors, si vous avez de la chance, il dort bien. Si vous avez moins de chance, il dort pas bien. Mais bon, s'il est en bonne santé, c'est déjà très très bien. Mais c'est quand même un chamboulement dans la vie. Et moi, je considère que, en fait, être parent, ça s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. Et qu'il y a une grosse pression aussi dans la société pour être des super parents. Et en fait, quand on est parent, des fois, on peut se tromper, on n'a pas la science infuse, des fois on va être fatigué. Et je pense que quand une maman elle est en congé maternité, il y a vraiment un besoin à un moment donné de parler à d'autres, parce qu'on n'a pas forcément... parce que par exemple on peut avoir des difficultés aussi. Enfin, je veux dire, il y a des mamans il y a des mamans qui font des dépressions. L'allaitement par exemple, ça va pas de soi, c'est hyper compliqué chez certaines pour se mettre en place. Moi avec les césariennes, j'avais pas les montées de lait, enfin bon bref, et du coup j'ai essayé de contacter autour de moi des copines qui m'envoyaient des espèces d'astuces et qui me disaient non mais t'inquiète pas, essaye comme si, et du coup ça fait du bien de pas se retrouver toute seule à devoir gérer quelque chose où finalement on n'a jamais vécu. Et je trouve que ça c'est hyper riche et c'est important parce que souvent on se rend compte quand même que chez les femmes il y a un peu ce côté de faut endurer un peu, faut pas trop se plaindre, t'es maman c'est chouette, c'est un super événement, et qu'en fait toutes les choses qui se passent à côté, toutes les questions qu'on peut se poser, la fatigue, le fait de parfois certaines elles vont peut-être avoir mal quelque part ou autre, et en fait on va pas en parler et du coup ça génère aussi d'autres difficultés. Donc non, moi je pense que c'est hyper important. Je pense que il faut se dire que c'est un moment qui est merveilleux et que pour certaines, il y a besoin d'être plus soutenu, que il faut s'occuper à la fois du bébé, mais il faut aussi s'occuper de la maman, que la maman elle aura aussi besoin de moments pour respirer. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi je sais, plus jeune, je me disais que les mamans, que les mamies viennent à la maison après l'accouchement, on se disait oh là là mais c'est pénible et tout. Mais il n'empêche que moi, ma mère venait du coup pendant
quelques heures par-ci par-là, mais du coup moi en plus j'avais la césarienne, donc je pouvais même pas marcher et autres, donc en fait je pensais même pas à cuisiner, donc ça veut dire que juste le fait d'avoir une personne qui est là à la maison pour prendre juste une douche, mais c'est hyper agréable, donc c'est aussi se dire ça, et c'est de se dire c'est pas parce qu'on est en congé mat qu'on fait rien, enfin ça il peut y avoir aussi l'image de bon bah il s'est rien passé dans la maison, mais en fait entre les allaitements, les siestes, enfin déjà quand on a le temps de faire une douche au tout début, enfin c'est quand même super, donc Bah, surtout sortie de césarienne. voilà c'est ça. Donc non, moi je pense que c'est hyper important, et là c'est vrai qu'il y a de plus en plus de prise de parole pour le dire, de se dire bah en fait mais même post-maternité, mais même plus tard dans la vie, mais même moi je suis pour même qu'on en parle quand on est plus jeune, et parce qu'il n'y a pas que la vie, elle est pas juste autour du fait d'être maman ou pas maman. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la santé mentale quand on est plus jeune, quand on est une jeune fille, à qui on peut parler, mais de tous les sujets, enfin je veux dire la vie, la sexualité, autres, à qui on en parle. Je pense que c'est important, et aujourd'hui, petit à petit, j'ai l'impression que on arrive à mettre ces sujets sur la table, et de se dire que non, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'a pas besoin de parler, qu'on n'a pas besoin d'être soutenu, qu'on n'a pas besoin de travailler sur soi, et de dire bah c'est bien aussi de voir bah, que d'autres femmes ont fait des choses, et de se dire bah, qu'en fait on est aussi capable de le faire, et donc il faut bah, démocratiser la santé mentale, parce que voilà, moi je considère que on peut pas ignorer le psychique dans son quotidien, en fait. Si ça va pas dans la tête, bah, ça a aussi des impacts sur le corps. Donc il y a aussi et voilà, il y a tout ça à travailler. Et, euh, et du coup, est-ce que toi, tu as pu avoir le soutien justement d'athlètes parce que je sais que tu as le volet maman, mais tu as aussi le volet athlète. Et c'est assez dur des fois de combiner les deux. Et du coup, d'avoir des gens qui le comprennent à 100%. Est-ce que toi, tu as eu cette... Ouais, moi je pars du principe que je m'entoure que des gens. Non, mais je m'entoure des gens qui, à défaut de pas comprendre ce que je veux faire, ne vont pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Ça c'est un peu voilà, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui nous expliquent ce qu'on doit pas faire, ce qui est impossible dans la vie, pour ne pas avoir non plus tous ces gens là autour de soi. Mais oui, moi j'ai pu compter sur le soutien de proches dans l'athlé qui m'ont aussi beaucoup aidé là quand je me suis relancée sur le retour au haut niveau. Et c'est en fait une superbe aventure, parce que c'est vrai que on va parler de moi parce qu'on va voir mes résultats, mais ce que j'aime bien raconter, c'est qu'à la fin, sur le projet, il y avait une dizaine de personnes, 10-15 personnes vraiment investies, qui m'ont aidé à la fois sur le volet de l'entraînement, sur la perte de poids, la nutrition, pour retrouver un peu de force, pour faire de la récupération, que ce soit les kinés, les ostéos, bah, le psychologue aussi, un peu de médecine chinoise pour récupérer des choses comme ça. Et donc, en fait, au départ, c'est un projet qu'on a monté avec des amis proches à qui j'ai dit bon, bah en fait, mon retour c'est maintenant ou jamais, parce que de toute façon, après, on a un rythme de vie qui fait que c'est quand même beaucoup plus compliqué quand on s'est écarté des pistes trop longtemps de revenir, hein, parce que les entraînements, c'est quand même, faut quand même les faire. Mais voilà, au départ, c'est parti avec des amis qui me soutenaient, qui comprenaient pas trop comment ça allait se passer, à qui je disais mais si, je vais y arriver. Et qui par amitié en fait m'ont soutenu plus que je pense plus qu'autre chose, ils m'ont soutenu par amitié, et donc ça c'était important parce que ça m'a permis d'avancer à mon rythme, d'y aller progressivement, et petit à petit de me rapprocher de cet objectif là, donc ça c'était très important. Et je pense que ça a permis aussi à d'autres de se dire bon bah peut-être que eux aussi ou elles aussi ont envie de reprendre, et que de montrer aussi que c'est pas qu'une question d'âge, parce que souvent bah nous dans le sport on nous explique que passé un certain âge et ben on peut plus courir. Bon, c'est vrai que si à 60 ans je veux courir aussi vite que quand j'en avais 30, je suis pas sûre que ça marcherait, mais en gros ce que ça m'a surtout appris, c'est que d'autres manières de s'entraîner, et que ça nécessite d'avoir des moments de récupération qui sont plus intenses et autres, mais que ça se structure, ça s'organise,
Et moi, ce qui me faisait plaisir, c'était qu'on puisse me demander si j'allais entraîner quelqu'un dans les compétitions et qu'en fait j'allais courir, que j'allais battre des personnes qui avaient 15 ans de moins que moi. Alors que bon, moi j'avais fait 6 ans de pause. Donc bon, après, je partais pas non plus de. Enfin, je pars d'un certain niveau aussi. Donc ça peut expliquer, mais il n'empêche que c'était important aussi voilà, de montrer que parfois c'est aussi une question d'organisation, aussi de volonté, mais que c'était une aventure collective. Du coup, je sais que tu es très engagée et notamment dans des structures qui aussi amènent à améliorer tout l'univers du sport et notamment pour les femmes et sur toutes les questions qu'on a pu parler. Et on a parlé aussi de pouvoir échanger justement avec des athlètes. Mais est-ce que tu trouves que c'est important aussi de pouvoir du coup échanger sur ces questions-là, sur d'autres espaces, en sachant que bien sûr toi tu as l'occasion d'être sur du haut niveau, mais il y a aussi toute une pratique qui se fait par exemple en club ou même en bas de chez soi. Oui. Oui, clairement, moi je pense que c'est indispensable parce que en fait toutes les études montrent déjà il y a très peu d'études sur les femmes. Donc en fait on part quand même d'une connaissance très limitée. Ensuite parce que bah, moi je parle du sport de haut niveau, mais en fait l'objectif c'est quand même le sport pour tout le monde et notamment à toutes les échelles. Je pense que le haut niveau ça permet de montrer en fait, de mettre un accent assez fort sur les inégalités qu'on rencontre parce que les gens se disent quand même, bah vous les sportifs de haut niveau vous êtes quand même un peu privilégiés. Donc si on imagine que les sportifs de haut niveau ne sont pas privilégiés, sachant qu'on fait du sport de haut niveau, il faut quand même se dire que du coup, une femme qui fait du sport dans un club n'est absolument pas privilégiée non plus. Donc c'est plus le parallèle là qui est intéressant. Et donc oui, c'est important d'en parler parce que l'activité physique, c'est pour tout le monde. Et donc c'est important, en tout cas pour que les femmes elles puissent faire du sport tout simplement. Et il y a aussi, je pense, le fait de déculpabiliser celles qui veulent faire du sport parce que, en fait, dans le cycle de la vie, quand on regarde bien, il n'y a jamais de bon moment pour faire du sport. Soit il faut soit il faut être au travail, soit il faut s'occuper de la maison, soit il faut. Mais du coup, faire du sport, c'est presque. C'est un événement, ça demande une énergie supplémentaire et je pense que c'est aussi important de dire bah, que oui, on a le droit d'avoir des pauses dans notre charge mentale et que ça contribue aussi à voilà, se reposer, notamment sur ces aspects-là. Et sur la maternité, moi je pense qu'il y a un vrai sujet sur la rééducation post-maternité. Souvent, quand on parle à certains gynécos, kinés, ils nous disent que les femmes elles font très peu. La rééducation du périnée, la rééducation abdominale pour celles qui ont des césariennes. Et donc ça a des conséquences aussi sur la suite. Donc c'est de dire en fait ce n'est pas réservé aux sportifs de haut niveau, c'est pour toutes les femmes, toutes les mamans. Et c'est important. C'est-à-dire que c'est pas juste. C'est pas du luxe en fait, c'est plus se dire en fait il faut qu'à un moment donné vous puissiez aussi vivre sans avoir de douleur. Moi je me souviens quand j'ai voulu. Quand j'ai accouché, j'avais pas nécessairement de douleur. Enfin, bon, si j'ai eu ma césarienne, mais après c'était passé. Mais je sentais pas que j'avais des raideurs particulières par rapport à la césarienne. Quand j'ai repris le haut niveau, je sentais que j'avais des douleurs par-ci, par-là. Et du coup, je posais la question autour de moi et je demandais à des mamans si elles avaient mal. Et j'en avais plein qui me répondaient oui, moi j'ai mal ici, j'ai mal au dos, moi j'ai une sciatique. Puis je disais mais moi j'ai travaillé sur ma cicatrice, mon enfant il court dans tous les sens. Et je disais mais en fait, à quel moment on retrouve notre corps d'avant alors que nos enfants ils sont déjà grands. Enfin, donc juste avoir un corps où on n'a pas de douleur parce que on a fait la bonne rééducation et qu'on n'a pas mal au dos, qu'on n'a pas, je pense que c'est déjà un prérequis important. Et ça contribue aussi à aller mieux dans sa tête, de ne pas avoir des douleurs qui sont des séquelles ou des accouchements passés. Bien sûr. Et est-ce que justement tu aurais du coup un espoir pour le futur, justement, pour les femmes dans le sport Ah bah moi j'ai beaucoup d'espoir. Moi. Non mais j'ai beaucoup d'espoir parce que déjà, moi quand j'étais plus jeune, on parlait même pas des règles. Donc déjà à l'époque, c'était t'as tes règles, ton entraîneur qui te répond oh là là t'es de mauvaise humeur. Aujourd'hui on commence à dire ah bah non, on va prendre en compte le cycle de menstruation dans l'entraînement. On va parler quand même un peu plus des douleurs que les unes et les autres peuvent rencontrer, que ce soit sur l'endométriose ou donc
pour moi, j'ai quand même plus d'espoir. Il y a aussi de plus en plus de sportifs qui reviennent après maternité, mais même des femmes qui sont mamans et qui reviennent. Donc moi, je pense que j'ai plutôt de l'espoir sur le fait que nos sujets seront demain plus des sujets, mais qui seront pris en compte, on va dire, dans un accompagnement global. Mais pour ça, il faut qu'on continue d'en parler, il faut continuer d'en parler aussi à la fois, on va dire, au grand public, mais aussi aux plus jeunes, aux jeunes filles, pour que bah, pour elles, ce soit plus simple, que ce soit naturel, qu'elles se disent pas, bon, bah, arriver au collège, genre en quatrième, que le sport, c'est pas pour elles. On peut faire du sport quand on a nos règles, il faut que l'encadrement soit formé et qu'il fasse en sorte que ça soit, voilà, que ça se passe bien, que ce soit pas douloureux, mais que ça soit pris en compte, voilà. Et donc moi j'ai de l'espoir. Ok. Et du coup, tu dis de continuer à en parler. Est-ce que tu aurais un petit mot pour les gens qui nous écouteraient? Alors bah, un mot, je dirais bah, déjà merci de mettre ce sujet sur la table, merci d'en parler, merci voilà, de faire en sorte aussi d'éveiller les consciences bah, auprès du public sur ces sujets. De soutenir aussi celles qui prennent la parole et puis de faire en sorte qu'on puisse aborder ce sujet lors de la conférence le 12 mars prochain à partir de 18h. Ça sera aussi l'occasion d'en discuter de manière plus longue et de débattre sur ces différents sujets et puis sur ce qui reste à faire pour que toutes ces questions à la fois d'égalité, enfin de lutter contre ces inégalités à la fois dans le sport mais aussi autour des femmes puissent évoluer. Bah, merci à toi d'être passé dans notre émission en toute confiance. Et on se retrouve mercredi 12 mars de 18h à 20h avec Ayodele et aussi d'autres acteurs qui travaillent en faveur de l'égalité dans le monde du sport.